Pascal, alors on va continuer sur notre lancée de la vidéo d'avant où on était passé un peu à quelque chose de différent, c'est-à-dire que on a d'abord fait un panorama de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le but de voir un peu le fil rouge de la déprise, si on peut employer ce mot-là. L'emprise étant, ne pouvant être possible que si on a affaire à un objet en fait, parce qu'on ne prend, on peut pas prendre une personne, un sujet libre. Donc quelque part, ton trajet pourrait se résumer, si tu es d'accord avec ça, sur le fait de te redécouvrir comme dans ta souveraineté de sujet libre, dans ta dignité personnelle et ta propre autonomie de penser, d'agir, de croire ou pas. Donc tu redeviens un sujet sur lequel il n'y a plus moyen d'avoir emprise comme Oui, sur un objet. oui, 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 tout à fait. C'est un bon résumé. Mais c'est vrai que du coup, la désemprise, elle est forcément, je dirais, lente. Elle est inexorable. On l'a dit, je crois que quand on se déprend, on se rend compte à quel point aussi on était pris. Et du coup, la déprise, évidemment, en entraîne une autre. C'est un peu une sortie de l'obscurité. Et plus on y voit clair, et plus on a envie d'y voir clair. Donc, c'est c'est de l'ordre évidemment du chemin intérieur et c'est aussi, je crois que c'est important de le dire, c'est aussi de se rendre compte à un moment donné que ce que l'on pensait peut-être unique à vivre, parce qu'on se pensait justement seul et quand on est dans une grande confusion, on ne voit pas forcément ni en soi par définition ni autour de soi. Et plus on y voit clair et plus on se rend compte aussi que d'autres évidemment sont aussi amenés à vivre les mêmes choses. En termes justement d'emprise, quel que soit, j'ai envie de dire, pour le coup, le, la raison de l'emprise. Oui. Et là, quand j'ai commencé à lire la suite de tes livres, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un changement de registre, c'est-à-dire que tu t'exposes vraiment au niveau de tes failles psychologiques quelque part. Cette fois-ci, tu parles pas juste des dysfonctionnements de ta famille ou de la religion, mais tu pars à l'intérieur de tes propres dysfonctionnements quelque part, et avec une honnêteté incroyable qui vraiment, enfin moi, m'émeut beaucoup parce que tu as l'audace, le courage et l'honnêteté de dire que c'est pas si facile que ça de sortir de la souffrance. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a peu de gens, je pense, qui vont jusque-là en se disant, mais en fait, on peut pas dire qu'il y a un confort dans la souffrance, mais il y a un confort dans ce à quoi on était habitué. Donc on va pas tout de suite se lancer sur ce sujet, mais c'est pour montrer un peu vers où on va dans les vidéos à venir, qui est vraiment une confrontation aussi à assumer tes failles, par exemple des moments où tu parles de ta violence, où tu prends conscience que si tu es violent, c'est un mécanisme de défense contre l'effondrement. Et ça, je trouve incroyable. C'est la première fois, en tout cas moi, que j'entends quelqu'un parler comme ça, parce que j'entends plutôt des psys dire, voilà, il y a certaines personnes qui ont carrément des troubles de personnalité ou des conduites addictives ou quoi, et c'est extrêmement difficile à changer parce que ce sont des mécanismes de défense contre l'effondrement. Donc il vaut mieux garder les mécanismes presque que de s'effondrer. Et donc il y a un immense déni. Et toi, tu creuses jusque-là et tu traverses ça pour peut-être le dépasser, ça on verra. Je fais un Hmm. teaser pour la suite. Ouais, je vois. C'est violent. Bon, revenons à des choses un peu plus. Ouais. Plus douce. Voilà. Et donc, pour, euh, pour en terminer là où on était dans la vidéo d'avant, on avait pris de la hauteur nous-mêmes en ayant une vision panoramique. Et toi aussi, tu fais ce chemin-là, c'est-à-dire que tu réfléchis sur ce que c'est l'emprise, sur ce que c'est vraiment être libre. Et à un moment donné, toujours dans des illusions à soi, donc c'est le dernier passage qu'on va lire sur ce livre-là, tu réfléchis très globalement sur l'Occident qui prétend avoir
eu accès à une certaine liberté, plus peut-être que d'autres peuples, égalité, liberté, fraternité, ou je sais pas dans quel ordre c'est. Bref, liberté. Oui, ça commence par la liberté, justement, hein. Hmm. Waouh. Euh, et tu questionnes un peu cette liberté-là. Donc je lis le passage, si tu veux bien. Mhm. Ou bien tu veux déjà dire quelque chose? Non, tu peux le lire. Ok. Alors, donc la vérité ne se trouve nulle part, la vérité se cherche en soi. Se cherche. Comment y parvenir? Tandis que la religion ne renonce au pouvoir dans la société et sur les consciences qu'à contre-cœur, il est primordial d'éduquer chacun à la liberté de penser par soi-même. En Occident, nous avons certes la liberté de penser et d'agir, mais nous sommes ankylosés. Trop de confort matériel engraisse l'esprit. Nous sommes cette majorité silencieuse, ce ventre mou, incapable de se lever avec ceux qui se battent contre les obscurantismes. Déplorer ne suffit pas. Prendre conscience que la liberté est un droit universel, prendre conscience qu'elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Tous les intégrismes débutent de façon anodine, dans l'indifférence quasi générale. Là où un être humain est blessé dans sa dignité de femme ou d'homme, nous devrions tous garder le feu de la révolte au fond de l'âme. Pour asseoir leur pouvoir tyrannique, les dictateurs de la pensée unique s'en prennent toujours aux femmes et aux enfants, à ceux qui sont vulnérables ou ignorants. Ils sèment la peur et le chaos, et la religion leur sert trop souvent d'alibi pour faire taire les masses, détruire les résistances et assujettir les consciences. C'est très très actuel en fait, cette pensée écrite il y a une dizaine d'années, je pense. Oui. Oui, oui, en fait, je crois qu'il y a, c'est toujours un petit peu comme j'ai envie de dire, pour faire le rapprochement, et ce que j'ai déjà dit par rapport à la maladie du père, quelque part, c'est, ça se voit, ça se jette à ta figure et tu prends conscience qu'il y a un souci et, et le silence d'un autre parent, par définition, c'est moins visible. Et ici, c'est un peu la même chose dans la mesure où finalement, quand toi, évidemment, tu as des libertés, des droits qui sont acquis, tu baignes dedans et tu te rends pas forcément compte que petit à petit, ces droits, ces libertés sont grignotés. Et tu le vois évidemment mieux quand en miroir, on te jette à la figure précisément une dictature, un pouvoir totalitaire, une situation telle que des femmes, évidemment, dans des pays musulmans, théocratiques, où finalement le droit de la femme est bafoué. Et là, évidemment, on se dit, c'est ignoble, on ne voudrait pas vivre des choses pareilles. Et en même temps, on se rend compte parfois chez nous en Occident que finalement, il y a aussi des inégalités, des injustices, des revendications religieuses qui, au nom justement de la liberté, peuvent prospérer plus librement qu'ailleurs et en même temps viennent grignoter d'autres droits comme le droit de critiquer la religion, comme le droit de blasphémer. Voilà, toutes des choses qui viennent en conflit en fait avec d'autres libertés, et ici la liberté religieuse, et du coup à un moment donné, si on ne fait pas attention, on se rend compte aussi finalement que même dans un pays démocratique, on peut finalement avoir peur de critiquer les autres croyances, alors qu'en réalité ce ne sont jamais que des croyances, et que tant qu'on ne s'attaque pas évidemment en tant que tel aux croyants, mais à la croyance, on a évidemment le droit de, de critiquer, de blasphémer, de faire entendre éventuellement que la croyance, la croyance religieuse en particulier, nous amène quelque part droit dans le mur et qu'elle vienne grignoter nos démocraties, notre liberté d'expression et justement ce vivre en commun qui nous est cher et qui a été acquis souvent avec de hautes luttes et parfois justement oublier ce passé que nous-mêmes nous avons dû traverser, c'est la meilleure façon de faire en sorte que ce passé en fait nous revienne à la figure et que quelque part ça nous revient à un moment, enfin on le voit à un moment où éventuellement il est déjà très tard. C'est-à-dire que les droits et libertés ont été gangrénés petit à petit, et puis du coup, c'est c'est vicieux, c'est pernicieux en fait, hein. Donc Ouais. voilà, il faut parfois se laisser faire et laisser aller très loin pour se rendre compte à un moment donné qu'il y a un dysfonctionnement et puis là qu'il faut faire marche arrière. Mais
c'est très compliqué. C'est un petit peu ça le désir moi, de prendre de la hauteur aussi et de me rendre compte que le concept justement de liberté, c'est pas un vain mot et que les droits quelque part ne sont jamais acquis à partir du moment où il y a des minorités agissantes qu'on laisse précisément agir. C'est ça. Et d'où la parole très importante des victimes qui, elles, sont au cœur du mal commis. Et moi, je suis très étonnée quand je parle, maintenant que j'ai pris aussi de la hauteur et que je parle parfois avec des personnes complètement athées ou avec des personnes complètement croyantes. Euh, les personnes complètement athées disent oui, bon, il y a des abus dans l'Église comme partout, mais nous, ça nous intéresse pas trop, parce que de toute façon, pour nous, c'est, en gros, c'est une secte qui se débrouille. Ils ont qu'à partir de là, quoi, facile. Ils se rendent pas compte, en fait, de l'emprise gigantesque de la religion. Et puis ceux qui sont croyants, que les athées respectent pour la plupart, ou alors pas forcément les athées, mais ceux qui sont pas dans la religion veulent respecter parce qu'ils ont peur, en fait. On sait que les personnes, en tout cas intégristes, fanatiques, mais même, oui, très, très fortement ancrées dans leurs croyances, peuvent devenir violentes, ou que ça peut être trop violent pour ces personnes-là d'être attaquées dans leurs croyances. Et donc, il y a toujours ce discours, non mais je respecte, je respecte, je respecte. Ou bien alors je m'en fous, et puis finalement, et puis ceux qui tiennent bon contre vents et marées, déni compris, omerta, tout ce qu'on veut, parce qu'ils veulent pas lâcher leurs croyances. Et au milieu, il y a les victimes qui disent il y a un problème et qui sont difficilement entendues, enfin plus maintenant, mais je veux dire, Oui, bien sûr. c'est difficile de prendre en compte la racine du problème, en fait. Oui, c'est ça, c'est difficile, mais c'est parce que c'est difficile d'abord de l'avoir crûment, pour le coup, de l'avoir avec toute la violence qu'elle gère dans la société. Et comme tu le dis très bien, je crois que les personnes qui sont extérieures à une situation, tant qu'ils ne sont pas directement impactés, quelque part, ça ne leur parle pas. Et donc, il en faut du temps pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Mais bon, on le voit évidemment avec la manière dont les femmes maintenant commencent à revendiquer l'égalité et la manière dont ça commence à être entendu et la manière aussi dont elles ont été violentées dans la société, mais de façon transversale dans tous les secteurs. Quelque part, c'est une réalité qui est par définition sous nos yeux depuis des siècles et des siècles. Et en fait, c'est comme si on en prenait conscience pleinement maintenant. Donc la femme pourtant elle le vit de l'intérieur et puis il y a certaines qui se disent mais finalement c'est comme ça il y a pas à changer c'est entre guillemets notre destinée on est au service et les hommes sont au pouvoir et puis à un moment donné les hommes qui se réveillent alors qu'en réalité ils font partie du problème quelque part et qui se réveillent mais pas évidemment seulement ceux entre guillemets qui sont à l'origine véritablement du problème de la violence mais aussi ceux qui euh, qui quelque part ne se comportent pas comme des hommes pervers ou violents, mais qui à un moment donné se rendent compte qu'il y a un problème quelque part qui les concerne aussi parce que ça concerne finalement le vivre ensemble et le bien-être et le fait que chaque être humain évidemment a le droit à l'égalité et a le droit à vivre de manière sécure. Et finalement, c'est tout le monde Oui. qui gagne, autant les femmes Ouais. que les hommes. Mais c'est très difficile de regarder ça en face parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de remuer la boue, hein, comme on dit. Il y a personne qui a envie. Il y a ceux qui le vivent et qui disent, bon, maintenant, écoutez-nous, parce que si on va pas à la racine du problème, il va perdurer pour les générations à venir, il faut que ça cesse. Mais il y a ceux, soit qui le font subir, soit ceux qui ne l'ont pas subi et qui ont pas forcément envie non plus de... Enfin, on entend beaucoup des gens disent, bon, c'est bon, maintenant on en a assez parlé, alors qu'on n'a même pas Oui. commencé à aller à la racine. Et ça, je le vois pour des victimes qui maintenant veulent publier des livres sur des abus qu'elles ont vécus, dans l'Église par exemple, et qui peuvent plus, parce que dans l'Église, les gens disent, bon, c'est bon, on en a assez entendu parler jusqu'à la nausée, maintenant on avance avec la foi. Et puis les personnes en dehors de l'Église qui disent, non mais ça nous intéresse pas en fait. C'est pas un sujet qui nous intéresse parce que nous, on n'est pas là-dedans, quoi. Donc Oui, c'est voilà, de ça. nouveau, T'as vraiment le sentiment que c'est par vague aussi, qu'il y a des prises de conscience à un moment ouais. donné, que l'actualité s'y intéresse, et donc il faut vraiment prendre la vague quand elle est là, parce que Mm. sinon, si t'es à contre-courant, ça passe plus, quoi. Je veux dire,
tu n'es plus audible. Donc il y a vraiment des moments, on sent comme ça qu'il y a des moments où tu te dis c'est le moment de sortir son livre, c'est le moment d'en parler et à ce moment-là ça peut prendre de l'ampleur et si ça prend de l'ampleur, ben c'est comme une lame de fond quoi. Je veux dire ça surgit dans toute la société. C'est toute la société qui à un moment donné est obligée d'avoir cette prise de conscience qui finalement, tant que ce n'est que la prise de conscience de l'une ou l'autre personne, ça reste inaudible, hein, donc, Oui. mais Et c'est vrai c'est, aussi pour soi, en fait, Sophie. C'est vrai que quelque part, mm, quand soi-même, en fait, on se remet en question jusqu'à un certain point, à un moment donné, on a aussi envie de se reposer, de se dire, bon, ben, la vie, c'est quand oui, même pas tout le temps une lutte, c'est pas tout le temps un combat. Est-ce qu'à un moment oui, donné, je pourrais pas un peu profiter de la vie, à un moment oui, donné, vivre un peu plus léger, parce que c'est épuisant, évidemment, d'être tout le temps sur le front, d'être tout le temps au combat. Que ce mhm, soit des personnes qui sont victimes et qui essaient de faire bouger les choses, ou que j'ai envie de dire à titre plus individuel, quand on traverse ses propres souffrances, ses propres difficultés, on aspire tous évidemment à un moment donné à trouver un peu de quiétude. Et d'ailleurs, le marché de la quiétude, j'ai envie de dire, il est là aussi pour oui, essayer d'apporter un peu, pour le coup, des solutions clés sur porte, hein, tout ce qui est livre, développement personnel. oui, C'est vrai que c'est aussi un sacré marché. Donc ça montre bien que oui, les gens aspirent un petit peu à de la sérénité, à déplacer leurs conflits intérieurs. c'est C'est un peu sûr. l'histoire d'une vie aussi, quoi. C'est vrai que dans le développement personnel, il est beaucoup dit que on a de pouvoir que sur soi-même et même si ça fait écho à notre société qui est très axée sur l'autonomie et l'individualisme, il y a néanmoins quelque chose de vrai. C'est vrai on peut se battre toute sa vie pour essayer de changer le monde et puis finalement s'épuiser totalement. Et on peut aussi décider de s'occuper de soi-même et de, en essayant d'aller vers la paix à l'intérieur de soi, aider à la paix autour de soi, et c'est déjà énorme en fait comme travail quoi. C'est comme une mise en abîme, c'est comme le micro parle du macro et le micro aide le macro et enfin bref, il y a Tout est lié, tout est lié, tout ouais, est lié, bien sûr. Et on est liés les uns aux autres. C'est pour ça aussi que quelque part, si on vit dans une famille qui est déjà dysfonctionnelle, ça va être un problème pour soi à titre individuel. Donc, sur le plan sociétal, c'est évidemment encore plus vrai. Je veux dire, si la société est malade, les individus quelque part le sont aussi. Je veux dire, ça nous impacte. Donc, on est interreliés. Donc, ouais. et On est euh, interreliés et ça peut justement faire peur, ce lien. D'où les personnes qui ont probablement d'où les personnes qui ont besoin de prendre pouvoir, de contrôler, de mettre sous emprise pour être sûr de ne pas être trop bousculé, influencé, voire mis sous emprise eux-mêmes. Il y a des jeux de pouvoir qui viennent de là aussi, de cette impression que finalement, ben, on est tous dépendants les uns des autres et il y a quelque chose d'un peu inconfortable à ça aussi. Oui, il y a toujours ce besoin de se retrouver soi, ce besoin d'entrer en lien, et il y a quelque part entre les deux ce va-et-vient, Mhm. cette quiétude parfois dans la relation, cette inquiétude aussi, cette peur de la dépendance, ce besoin d'autonomie. Quelque part, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir cheminé aussi soi-même de manière parfois extrêmement douloureuse pour finalement savoir ce qui est vraiment bon pour soi et du coup, le sachant, évidemment, ne pas vouloir imposer à autrui ce qu'on sait être mauvais pour soi. Donc là, à un moment donné, quand on a fait le, j'ai envie de dire, le bien avec soi-même, quand on a retrouvé en soi cet enfant quelque part innocent, on peut davantage, évidemment, aussi désirer une relation saine par définition avec Ouais. autrui. Voilà. Et toi, tu viens de très loin et tu en parles, à mon sens, plus loin que jamais dans le livre Vivre, qu'on va voir maintenant, donc. Mhm. Voilà. Et alors, je fais une petite parenthèse aussi parce que tu m'as dit en off qu'il y a trois livres. Alors, zut, il est là-bas, j'ai pas envie de me lever. Donc, il y a Vivre, après Le temps du silence et après encore un autre qui sont rassemblés en un livre dans la vente sur, c'est The quoi? Book E-book? Edition, The Book E-book édition. Edition, Voilà. ouais. Donc, ça devient le chapitre d'un livre qui s'appelle, je Je sais sais plus. plus. Attends, attends. Je sais plus, Oui, je c'est passe. Vivre, Le temps du silence et Ma vérité. Oui, c'est ça. Mhm. Qui fait partie d'un livre qui s'appelle Une vie pour naître, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça me paraissait effectivement être
un fil conducteur qui permettait quelque part de relier ces trois livres c'est comme ça. formant une certaine unicité. Donc, dans Vivre, un des premiers passages qui m'a marqué et qui résume ton mal-être, et ensuite tu parles de l'écriture et comment elle t'a ramené à la vie. Donc, j'étais recroquevillée au fond de mon être en 1000 morceaux. Mon affectif était complètement détruit. Du fond de ma prison, je ne pouvais m'ouvrir à l'altérité. Parler à l'autre m'était une véritable souffrance. Et qui plus est, elle devait rester cachée pour ne pas ajouter au malheur. Donc là, tu dévoiles vraiment le fond du fond, c'est-à-dire que tu me diras si ça va jusque-là, mais à chaque fois que tu devais même parler à quelqu'un d'autre, c'était une souffrance pendant une longue période de ta vie, c'est ça? Oui, ah bah oui, 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 c'est pour ça que j'ai déjà prononcé le mot que j'ai lu chez Charles Juliet avant de pouvoir quelque part m'autoriser à le prendre aussi pour moi. C'est-à-dire que quelque part, on pose sur soi un diagnostic, et pour ça, de nouveau, je l'avais dit précédemment, utiliser les mots qui sont justes est évidemment fondamental. Pour pouvoir justement comprendre ce qu'on est en train de vivre ou de ne pas vivre en miroir. Et donc oui, de fait, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement mutique, quelqu'un qui avait du mal à exprimer ses émotions, à comprendre ce qu'il vivait, les raisons pour lesquelles finalement il avait le sentiment d'être confus, d'être à côté, comment on dit, à côté de ses pompes, de avoir cette difficulté de sortir de chez soi, de recevoir, de marcher en rue, d'aller chez le coiffeur, de demander un conseil, de demander sa route, en fait, de demander son chemin. Et je crois que c'est ça foncièrement. C'est-à-dire que on ne sait pas qui on est, son identité est complètement bancale et du coup, on est perdu en chemin en fait. Ouais. Et donc demander son chemin, c'est comme demander à quelqu'un de vivre à notre place quelque part. C'est, c'est une énorme souffrance de pas savoir qui l'on est, ce que l'on veut, quel est son désir, d'être comme ça complètement clivé et d'avoir le sentiment que ce que l'on vit, par définition, on n'a pas les mots et donc on est incapable en fait de dire que l'on va mal, d'exprimer avec des mots finalement ce qui se passe en soi. Et donc, du coup, on est déjà seul avec soi-même et le fait de ne pas pouvoir l'exprimer au dehors, ça nous rend encore plus seuls puisque par définition, on a le sentiment d'une profonde incompréhension et que personne ne peut nous comprendre non plus. Donc, ça génère une Hmm. très, très profonde solitude, oui. En fait, Euh, pardon. non, et ce sentiment finalement de se dire que toute la vie finalement va se dérouler de cette façon-là, qu'il n'y a pas de porte de sortie. C'est ça le plus terrifiant aussi finalement, c'est d'être enfermé en soi. Et c'est comme si on avait été depuis la naissance enfermé en soi sans savoir qu'éventuellement il y a une clé de porte de sortie, en tout cas en étant totalement aveugle sur la façon de procéder pour essayer d'aller mieux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que n'étant pas connecté à toi-même, t'étant perdu en chemin, comme tu dis, quand tu parlais à l'autre, ça te renvoyait le fait que tu étais obligé de faire semblant d'être qui tu n'étais pas et ça incarnait le fait que tu t'étais perdu quelque part, quelque chose comme ça? Oui, mais j'avais même l'impression en fait que tout le monde faisait semblant, que puisque moi je faisais semblant, Oui. puisque moi j'étais pas en lien avec moi-même, j'avais l'impression que le monde entier fonctionnait de la même façon que moi en fait. Mais je pense que de nouveau, quand on ne sait pas ce que c'est entre guillemets la normalité, quand on n'est pas en lien avec soi et donc avec autrui, on ne voit évidemment autrui Oui, qu'à travers ce que l'on vit. oui, C'est un prisme déformant, mais ouais. c'est une réalité. Et c'est seulement après, de nouveau en sortant de soi, que du coup, on comprend aussi, avec toute la nuance qu'il y a, que non, il y a moyen de vivre autrement, même si de fait, les gens ont aussi
des épreuves à traverser et que eux aussi peuvent être confus, eux aussi peuvent ne pas y voir clair dans leur vie. Mais, euh, mais à ce moment-là, il y a quand même, il y a quand même des nuances, il y a quand même de la couleur que l'on met. Ce que moi je pouvais pas à l'époque mettre. Donc j'avais vraiment l'impression de traîner ma vie comme on traîne un boulet. Et c'est vrai que je pense que on en a déjà parlé, mais quand on a un papa schizophrène, du coup, la normalité, c'est quand même quelque chose de très compliqué à voir. Oui, et une maman qui t'oblige à être qui tu n'es pas. Du coup, tu es à côté Oui, de c'est toi. ça. Je veux dire, entre guillemets, il n'y en avait pas un pour acheter l'autre. Euh, Donc c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, c'est un univers de silence et que c'est comme dans une bulle en fait. On est dans une bulle et en même temps on fait semblant que tout va bien et donc forcément qu'à l'extérieur quelque part si on donne vraiment le change à l'extérieur, il n'y voit rien. Donc il y a pas entre guillemets de tuto de résilience de personnes qui peuvent le cas échéant nous secourir essayer d'entrer en lien d'essayer de comprendre et puis de nous rejoindre finalement, c'est ça, de nous rejoindre au fond de notre souffrance. Donc c'est une souffrance que l'on vit dans une profonde solitude, quoi. Oui, Euh, ce qui aide à mieux comprendre deux choses qui t'ont aidé énormément. D'abord, c'est la lecture de quelqu'un qui, lui, dit qui il est en toute authenticité à travers Charles Julien, qui vraiment tient un journal où ben, il fait le contraire de toi et ça t'amène là, c'est-à-dire qu'il se dévoile tel qu'il est, quoi. Et tu te dis, donc c'est possible. Non seulement il le fait, mais il l'écrit, il le publie. Donc il se laisse rencontrer par l'autre et ça t'ouvre probablement ce chemin à l'intérieur de toi-même. ah ben complètement, mais là de toute façon je pense qu'on en a tous besoin quand on n'a pas bien quelque part, que l'on traite des choses extrêmement difficiles, on a tous besoin de rencontrer un compagnon de route euh, qui, euh, qui quelque part vient nous prendre par la main et nous dire je te comprends, je sais ce que tu es en train de traverser, je l'ai traversé aussi et on peut s'en sortir. C'est ça en fait. Oui. Donc bien sûr que de tomber ici, non pas sur des personnes vivantes, mais sur des personnes telles que ces écrivains à travers un livre, c'est quelque part en fait, la grande difficulté aussi, c'est de se dire que ce que l'on vit, comme on n'en parle pas et que personne autour de soi ne nous en parle, c'est du coup comme si c'était une véritable chape de plomb et qu'on n'a pas le droit, quelque part, de la fissurer, de mettre des mots dessus, que ça ne se fait pas, que ce serait trahir, que c'est un secret. Moi, très longtemps, je me suis dit, voilà, c'est un secret de famille, quoi. On voit aussi comment les parents évidemment se comportent par rapport à la situation, par rapport au paraître, par rapport aux apparences, par rapport à ce qu'il faut dire, ne pas dire. Je veux dire, tout ça quelque part, ça nous imprègne, ça nous imbibe avant même évidemment d'avoir pleinement conscience. Par définition, on n'a pas conscience de ce qui se passe, mais on sait très bien en fait quelque part ce qui se passe en termes de ça se fait, ça ne se fait pas, ça se dit, ça ne se dit pas. Et donc, à partir du moment où on est imbibé de, de cette non-parole, ben, il y a qu'une solution en fait, c'est de s'enfoncer dans le mutisme et de porter un masque jusqu'au jour où on se rend compte que quelqu'un de semblable, notre semblable, a vécu quelque chose en fait qui nous rejoint profondément et on se dit mais en fait la manière dont je fonctionne n'est pas juste et on peut fonctionner différemment et on peut mettre des mots et on peut le dire et ça peut être cru et ça peut être aussi le moment de dépasser justement tout ce qui peut y avoir de culpabilité en soi que de dire les choses et puis la honte aussi, je pense que la honte est un sentiment extrêmement fort quand on ne va pas bien, c'est de se dire mais si je dis les choses, en fait, je vais passer pour un raté. Et comme en fait, on n'a pas la maîtrise de soi, quand on est encore dans le fond du trou, dire cela tout en étant toujours au fond du trou, c'est très compliqué quand même. Oui. C'est très compliqué. Donc on s'enterre, on s'enferme et on s'enferme en soi. Et du coup, en fait, on s'enferme aussi par rapport à l'extérieur. Et C'est c'est ce ça. qui expliquait aussi justement toute cette difficulté. C'est fou parce que parfois, quand je m'en souviens parfois encore, ça me fait mal de me rendre compte a posteriori quelle vie je n'ai pas eu en fait, ce à côté de quoi je suis passé par incapacité d'être dans les choses les plus banales en fait de l'existence. Et c'est là la honte aussi, c'est de se dire mais
En fait, t'arrives pas à faire des choses qui, pour le commun des mortels, est d'une banalité monstrueuse. Traverser une rue, serrer la main de quelqu'un, euh, euh, aller acheter, demander ton chemin, a priori, c'est banal, quoi. Et donc, c'est très compliqué à faire comprendre à qui n'a pas vécu que ce qui peut paraître banal pour quelqu'un d'autre est pour soi une véritable épreuve. Et ça appelle vraiment une sortie de sa zone de confort, comme on dit, et c'est en adoptant un comportement contraire à celui que l'on a que petit à petit on parvient quelque part à sortir de sa cellule, de sa geôle. Tiens, là, en fait, je l'ai justement sous les yeux, donc je vais parler parce que justement, là, je parle de Charles Juliet, ça tombe super bien parce que dans le livre de la lumière des saisons, il dit ceci: les seuls chemins qui veulent être empruntés sont ceux qui mènent à l'intérieur. Et lorsqu'on pénètre dans sa nuit, la première chose qu'on découvre, c'est qu'on est captif d'une geôle. Y demeurera-t-on toute son existence ou réussira-t-on à s'échapper? Et ça, c'est... Là, on touche vraiment à l'essentiel. Beaucoup de personnes peuvent se dire qu'elles sont dans une telle situation en fait, de désespérance qu'elles vont pas pouvoir s'échapper en fait de cette situation. Et lire ce genre de mots dans, dans un livre et avoir la certitude, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'avoir la certitude que la personne, quand elle parle de la confusion, elle est vraiment dans la confusion et que c'est pas juste un roman, et la certitude que quand elle parle de l'apaisement, elle est vraiment dans l'apaisement, que c'est pas juste un roman, et de voir du coup cette traversée, pour le coup, je veux dire initiatique, cette descente en soi, en ayant la conviction qu'il n'y a absolument personne d'autre que soi qui peut véritablement nous aider à sortir de soi. Euh, D'abord, je trouve que c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant, et ça permet de comprendre que on ne va pas attendre indéfiniment des autres ce qui nous appartient de mettre en place, et encore moins attendre de Dieu et de la prière, et de se dire que finalement, en descendant en soi, on va peut-être quelque part parvenir à être pleinement humain, en tout cas en chemin, et finir par se rejoindre et rejoindre autrui. Et c'est là aussi à un moment donné qu'on se rend compte que, quel que soit l'enfermement qu'on a vécu, en fait, peu ou prou, on est évidemment très nombreux à vivre ce type de situation où finalement on ne se connaît pas, où finalement on a à se découvrir, où finalement on a été formaté et où on a à se libérer. Finalement, c'est ce qu'on appelle la condition humaine. Et puis après, on a nos dénis, nos refoulements, c'est extrêmement complexe. On accepte de faire le chemin ou pas, en fonction d'une nécessité vitale ou pas, d'aller jusqu'à tel point et pas plus loin, ou éventuellement de se dire que la souffrance, la solitude, la détresse est tellement profonde que finalement on n'a pas le choix, qu'on doit vraiment tout détricoter et aller jusqu'au bout du bout. Donc ça appartient à chacun et ça dépend, je pense, foncièrement enfin moi ça me ramène évidemment à l'enfance, quoi. Cette détresse originelle dont on parlait, cette détresse impensable, dont on parle notamment Winnicott, ça m'a beaucoup parlé de se dire Oui, que il y a en soi cet enfant qui a été blessé à mort et qui n'est pas mort en fait, qui n'est pas mort, mais que l'on pense être mort parce que soi-même en fait on se voit comme un mort vivant. oui. Petit à petit se dire que justement la vie est tellement forte qu'elle peut malgré tout germer et puis au fil des audaces que l'on peut avoir sur son chemin, des rencontres que l'on peut faire, on, on s'ouvre à soi et on s'ouvre aux autres. Oui. Tu parles de détresse impensable et c'est vrai que je réalise qu'il y a le mot impensable dedans, c'est-à-dire qu'on a du mal à penser quelque chose qui n'a pas été mis en mots et qu'on a dû taire déjà et qui fait que finalement on a appris à jouer un rôle. Tout à l'heure tu disais, enfin, quand tu parlais j'avais l'impression que c'est comme si tu t'étais mis dans un espèce de rôle comme au théâtre ou au cinéma où tu n'es plus vraiment toi. Et du coup, quand tu essayes de parler vrai, tu te dis, mais est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un film?
ou est-ce que c'est moi? Parce que tu n'as plus contact avec toi, alors que tu es justement en train de mettre des mots qui sont vrais. Tu as tellement l'habitude d'être dans le rêve ou dans le factice que tu ne sais plus faire la distinction. C'est cette impression que ça m'a donné. Terrifiant, c'est terrifiant. Et Ouais. tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait juste, c'est-à-dire que au départ, c'est un peu comme un spéléologue, en fait, il est dans le noir et il ne sait pas si le pas qu'il pose, c'est un pas qu'il pose sur un sol plus ou moins ferme, ou bien si effectivement devant il y a un trou et c'est la plongée, non pas vers la sortie, mais vers le gouffre encore plus profond. C'est-à-dire que au départ, c'est tellement confus que on met des mots, mais même les mots que l'on dépose, on a l'impression en fait de mentir, de se mentir, de trahir. Le mot n'est jamais juste parce que tant qu'on n'est pas en phase avec soi, tant qu'on n'est pas un peu relié justement à son émotion profonde, le mot, il y a des milliers des mots dans la tête qui peuvent germer et on se dit mais ce mot-là c'est pas exactement ça et celui-là pas non plus. Et il faut pourtant faire, il faut choisir le mot. Il faut en faire une phrase et de phrase en phrase, il faut essayer de d'aller un peu vers un peu de lumière, de trouver un fil conducteur. Et dans le premier livre d'ailleurs, Sophie, quand c'était Ténèbres en, j'allais dire Ténèbres en terre froide, c'est Charles Juliet, mais c'était un peu pareil. C'est Folie du Père, Silence de la mer. C'est- c'était ça en fait. Est-ce que je parviendrai à quitter le masque, quoi? Est-ce que je suis là sur une scène de théâtre, j'ai un rôle à jouer, mais est-ce que je vais réussir à jouer mon rôle et pas juste le rôle que la société me demande, le rôle que mes parents me demandent de jouer, le rôle que tout le monde a vu que je jouais? Est-ce que je vais pouvoir finalement à un moment donné me débarrasser de cette grimace finalement, parce que Mm. mon sourire finalement, c'est comme un clown, quoi. C'est Ouais. une grimace, c'est pas moi. Et c'est vrai du coup que le fait d'avoir de l'humour, que le fait de rire, que le fait d'être détendu, tout ça en fait m'était quelque part interdit parce qu'en réalité c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est quelque chose de très spontané, le rire. Comme Ah pour oui, le c'est petit ça. enfant. Il y a quelque chose Oui, du jaillissement de vie incontrôlable. voilà. Oui, c'est un lâcher-prise le rire, c'est-à-dire que Mm. on rit parce qu'on laisse advenir ce qui surgit. Et Oui, quand on est tout le temps sur la défensive, tout le temps dans la maîtrise, tout le temps faut faire attention de la manière dont on est parce qu'en fait, on est vu en permanence par l'autre et on a peur Mm. d'être vu plus loin que le masque, parce que c'est ça en fait, c'est la peur Oui, c'est d'être vu ça. pour ce que l'on est, ce qu'il y a derrière en fait. Donc plus on cache et plus on a peur d'être vu. Et donc Oui. c'est un véritable cercle vicieux et donc un véritable du coup une véritable angoisse d'être vu Mm. tel que l'on est et ça va vraiment jusqu'à l'étouffement et jusqu'à une sensation physique où le cœur est comme pris dans un étau. Moi j'avais souvent cette image là en fait de ce cœur en fait qui n'arrivait plus à respirer et À du coup le, battre le- normalement. et du coup le corps qui peine à se mouvoir tout simplement. C'est fou. Oui, c'est fou. C'est fou parce que ça veut dire quelque part que il y a un geôlier primordial, dans le sens que le bébé, lui, est totalement spontané et vivant. Il n'y a rien qui l'entrave. Et il faut que la vie lui ait fait croire qu'il devait ne pas être dans la spontanéité de la vie pour qu'il finisse par choisir ce chemin pour être accepté et pas être rejeté. Donc il y a un geôlier à l'origine qui va le mettre dans ce carcan, cette prison, cet étau. Et puis ensuite, la personne continue en étant son propre geôlier. Parce que il n'y avait aucune raison que tu continues sur ce chemin, mais il t'était tellement habituel et tu avais tellement pas connu autre chose que tu ne savais plus retrouver le chemin. Tu ne savais plus où mettre tes pas pour retrouver cet enfant intérieur et tu es devenu ton propre geôlier quelque part. Oui, clairement, mais c'est aussi évidemment parce que c'est tellement difficile de sortir de cette geôle que par définition, ce qui peut sembler et qui est certainement répétitif dans mes livres, c'est chaque fois une tentative d'aller plus loin en fait. Mais il faut reprendre les mots encore et encore, il faut les ressasser et petit à petit avoir cette audace de poser d'autres mots. Euh, et du coup de voir d'autres réalités surgir et te dire, tiens, cette réalité-là, ça me parle, même si c'est encore
confus, ça me parle et c'est vers là que je vais. Mais de nouveau, c'est vrai que c'est vraiment, c'est un accouchement, quoi. Et donc, un accouchement, a priori, ça, en général, ça se fait dans la douleur. Donc, Oui. On entend aussi les gens qui sont sous emprise dire, quand elles entendent les autres à l'extérieur dire, ben, t'as qu'à partir. C'est pas du tout si facile que ça, en fait. Et là, de nouveau, la geôle est dans la tête de la personne. C'est vrai qu'elle n'a qu'à partir. Mais il faut en fait un espèce de renversement de tout ce qui est connu, de toutes les habitudes, de tout ce qu'on avait projeté, de tout ce qu'on avait imaginé, de tout ce qu'on croyait. Il faut un renversement vers l'inconnu, quoi. oui, et par définition, ça ne peut se faire qu'avec lenteur, quoi. Je veux dire, tout ça s'est mis tellement en place à notre insu. Puis de toute façon, je veux dire, c'est finalement ce qu'on appelle un trauma, quoi. Il y a un trauma qui a été vécu, tout Oui, simplement, une et fissure, oui. il y a une fissure, et puis ça se recolle pas. Alors après, il y a cette belle image du pot fissuré, et on met de l'or pour, voilà, se dire que finalement de la blessure peut se toujours quelque chose de beau qui va nous permettre éventuellement de véritablement entrer en lien comme on l'avait encore jamais fait et comme finalement ça reste rare dans le quotidien. Mais oui, c'est un long Et ça, parcours. cet or que tu mets dans tes fissures, tu commences par le mettre avec l'écriture aussi. Euh, on peut comprendre quelque part parce que il n'y a pas beaucoup de risques dans l'écriture, puisque c'est d'abord de toi à toi et ce ne sont que des mots. Tu dois pas rencontrer quelqu'un et lui dire voilà qui je suis vraiment. C'est toi à toi sur ta feuille dans ton coin. C'est une jolie porte d'entrée vers l'intérieur de soi en fait. Oui, C'est des... et en même temps, c'est déjà en soi d'une extrême violence pour soi, parce que c'est justement aller voir clair, c'est mettre des mots, c'est justement ça, c'est de se dire je veux plus mentir, je veux plus dans le déni, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais quoi, j'en sais rien. Et du coup, c'est se dire, eh ben, je pose un mot, mais ça va m'entraîner où? Dans quelle remise en question? Oui. Donc là, pour le coup, c'est pas vis-à-vis de l'extérieur, c'est une remise en question évidemment de soi-même, mais parfois remettre en question son voisin, c'est plus simple que de se remettre en question soi, donc ça peut être très violent. Oui. Tu reprends les mots de Javan dont tu parles dans le livre Vivre à la Ouais. fin en disant, enfin elle écrit, ma force créatrice vient d'une souffrance originelle et incurable. Je suis condamnée à créer. Divine condamnation. J'oserai la vérité, même si vérité je te hais. Hmm. C'est J'adorais. violent. Oui, Hmm. oui, mais j'adorais cette femme parce que c'est vrai que son parcours m'a beaucoup parlé. On parlait de la liberté. Elle a vécu en Iran, donc sous la théocratie des mollahs. Donc c'est encore plus violent quelque part d'avoir vécu dans un milieu totalitaire et de réussir à s'en extraire. Et donc ce sont évidemment par définition pour ces régimes-là, c'est une opposition qui est vue qui est vue de manière extrêmement négative et évidemment elle risque la mort. Donc elle a quitté, elle a demandé le statut de réfugié, je pense, en France. Et puis elle raconte euh, qui elle était et qu'est-ce qu'elle a dû faire exploser quelque part comme gant pour justement pouvoir être une femme telle qu'elle voulait l'être et pas telle qu'on voulait lui imposer, telle que le régime des Mollahs voulait euh, euh, oui, ce qui devait quelque part être vu comme une soumission normale pour une femme dans ce genre de régime-là. Donc, moi, évidemment, ça me parlait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut vivre dans un régime où toutes les libertés sont offertes. À partir du moment où on n'use pas cette liberté-là, on peut très facilement aussi, quelque part, être soumis sans même s'en rendre compte, quoi. C'est ce que disait quelque part de la Boétie dans son livre qu'il a écrit très jeune, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, la servitude volontaire. On peut s'asservir aussi par confort. Je veux dire, on peut rester soumis à une situation qui ne nous convient pas, mais simplement parce qu'en fait, on n'en voit pas l'issue, ou parce que quelque part, se prendre en main à un moment donné, ça peut être perçu comme de manière tellement violente
que de nouveau, on préfère rester dans ce que l'on connaît plutôt que de partir à l'inconnu et dans une profonde solitude. Oui, en débroussaillant la vérité avec la Oui, hache de l'écriture. Ce que tu écris aussi dans le livre Vivre, je te lis, plus j'expose ma vérité sur ces pages, plus je me désentrave de mon passé, plus je goûte au présent et à l'avenir. C'est une mise à distance, un bond en avant, une jouissance de l'être, une froide lucidité, à renouveler avec toujours plus d'audace, de liberté, de sérénité. Laisser derrière soi les chimères, les illusions, les bien-pensants. C'est vraiment ton chemin de sortie de la caverne des illusions, comme Platon, et venir à la lumière de la réalité de qui tu es avant tout, en fait. oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, le mot doit être juste parce il faut qu'il tranche, c'est ça en fait, il faut qu'il tranche dans le mensonge pour faire jaillir sa propre vérité, c'est ça. Mhm. Mais c'est propre à beaucoup de personnes. Oui. C'est pour ça quelque part qu'on peut se rejoindre avec des vécus parfois tellement différents les uns des autres. Et en même temps, quand on parle vrai, qu'on parvient à mettre des mots, et quelque part, il n'en faut pas énormément. Il faut quelques mots justes et qui à ce moment-là résonnent chez autrui, le réveil et peut aussi du coup le mettre en marche. C'est fabuleux en fait quand on parvient à rejoindre autrui vraiment dans sa souffrance, dans ce qu'il est de plus intime, de plus personnel, de plus caché aussi parfois. Et donc se dire la personne fait ce cadeau-là et en faisant ce cadeau-là quelque part elle s'est, elle se met à nu et en même temps, du coup, elle se libère d'un poids, d'un fardeau qui était juste là parce qu'en réalité, elle n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se dire en vérité. Donc, Et c'est aussi un ça a beau été un, chemin. oui, pardon. Ça a été un beau chemin de résilience pour toi après l'écriture, qui était de pas seulement réussir à dire de toi à toi qui tu es, mais en plus le publier, oser le publier pour être lu et donc être vu cette fois-ci derrière le masque, derrière le grimage et les grimaces, mais aussi à travers ta chaîne YouTube permettre à l'autre de se dire et donc d'avoir plein de petits Charles Juliet Mhm. que tu pouvais écouter dire en transparence vraiment le fond de leur vérité, de qui ils sont, de la traversée de leur souffrance, qui était un cadeau que tu leur faisais et que tu te faisais à toi-même dans cette quête de vérité intérieure, quelque part. C'est ce qui est le plus émouvant, quelque part. C'est de se Mhm. dire qu'on a été mutique euh, pendant très très longtemps et de prendre la parole pour la donner à autrui. Finalement, c'est quelque part permettre, permettre à d'autres de se libérer à leur tour. Oui, Et voilà, j'ai envie de dire presque la boucle est bouclée, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est permettre à autrui de se libérer à son tour en sachant que soi-même, justement, on a pu se libérer aussi grâce aux autres. Donc, quelque part, on redonne ce qu'on a reçu, quoi. oui, C'est un peu les vases communicants. c'est ça. C'est vrai que oui, c'est beau. Mais jusqu'à maintenant, on parle de cercle vicieux, et là, on est en train de parler de cercle vertueux quelque part. Hein. C'est comme tu descendais de je ne peux pas dire qui je suis, et le moins je dis, le moins je peux le dire, parce que ça sera de plus en plus, de moins en moins audible, à le cercle à l'envers, où tu sors du gouffre en donnant la parole aux autres et en étant toi-même à l'écoute et en pouvant écrire et finalement en sortant du fond de la caverne, quoi. Oui, 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 c'est ça. C'est vrai que de découvrir sa propre vérité, euh, c'est du coup évidemment découvrir sa propre identité, son propre désir, son propre chemin. Et c'est du coup
voir sa singularité et ne plus vivre par imitation. C'est tout le sens de l'existence quelque part, c'est de savoir qui l'on est et ce que l'on veut et ne plus avoir peur justement de dévier du chemin éventuellement qui nous était tracé d'avance, quoi. C'est mortel et c'est exactement ce que les religions veulent faire finalement. C'est des clones qui doivent penser d'une même façon, agir d'une même façon, dans un but extrêmement précis qui est, qui est le salut. Et ça, c'est vrai que c'est profondément mortifère, comme j'ai déjà eu le temps de le dire, et comme je le redirai encore, parce que je pense que malheureusement, on voit que il y a pour le coup une sorte d'éternel retour aux besoins de sécurité, avec de nouveau des réponses clés sur porte qui pense-t-on, vont nous libérer, nous donner une sorte de bouée de secours, mais qui n'est en fait qu'une illusion de plus, et c'est toujours la même illusion qui se rejoue. Et, euh, et si chaque fois on ne détricote pas les mêmes, les mêmes illusions, on retombe malheureusement, on retombe éternellement dans dans ces mêmes impasses, quoi. Donc c'est ça aussi qui est terrible. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a des choses qu'on a pu écrire il y a 10 15 ans et qui finalement sont toujours de nature à parler aujourd'hui parce qu'en réalité, c'est toujours la même chose qui se joue. C'est toujours le fait de devenir soi et d'oser être soi et donc de se faire confiance. Et voilà, c'est c'est commun à l'humanité justement et c'est ça aussi que je disais la fois passée, Sophie, c'est que pour moi justement ce qui m'intéressait c'était de voir au fond du fond qu'est-ce qui nous rassemblait et donc là aussi poser des mots justes pour éviter de nouveau de, de tomber dans des écueils interminables. Mhm. Et tu arrives à un moment qui m'a surprise et en même temps que j'ai trouvé très intéressant dans ces mots justes que tu poses par rapport à la difficulté de quitter la souffrance. C'est très subtil ça. Je trouve ça important de Hmm, regarder ça en face. Donc tu parles de la peur de quitter la compagnie fidèle de la souffrance. Je te lis. oui, Lorsque vous ne vivez que par et pour la souffrance, l'abandonner est d'une extrême violence. C'est fou. Vous savez ce que vous possédez, vous ignorez ce qui pourrait la remplacer. C'est comme un saut dans le vide, une vie plate, sans épaisseur, sans intérêt. Comment vivre sans celle qui vous comblait? Cet abandon est une souffrance de plus, un véritable abandon. Abandon, ça vient de donner son pouvoir à autrui, en fait. Abandon, c'était le pouvoir. Donc, tu dois te libérer du pouvoir de la souffrance, mais quelque part, c'est comme si elle était une amie et que tu savais pas comment vivre sans elle. C'est très impressionnant. oui, mais je crois que c'est quelque chose aussi qui est commun à ceux qui ont traversé des, des, des épreuves extrêmement douloureuses et qui ont vécu avec la souffrance. C'est une compagne fidèle, la souffrance, et c'est une sorte d'aiguillon comme ça qui vient nous titiller, nous réveiller, qui nous laisse toujours, qui nous laisse sans repos en fait. Donc il y a cet aspect de il y a quelque chose qui n'est pas fade, qui n'est pas banal, qui n'est pas ordinaire et l'ordinaire quotidien parfois il peut être lui-même une souffrance. La banalité, on a l'impression du coup de ne pas vivre, de se lever, de faire ce qu'il y a à faire, de se coucher et puis c'est l'éternel retour. On recommence de jour après jour alors que la souffrance quelque part euh, elle nous triture, elle nous oblige à puiser en nous. C'est un univers en soi, la souffrance. C'est un univers en soi. Ce sont des choses en fait que l'on connaît. Ça nous fait traverser des gouffres.
ça nous plonge en fait en nous-mêmes. On a l'impression en fait de découvrir, de voir quelque part ce que tout le monde ne voit pas, de vivre des choses que tout le monde ne vit pas. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. On peut s'y complaire pour plein de raisons différentes. On n'a pas forcément envie de devenir, entre guillemets, banal. Et puis, de nouveau, on ne sait pas comment en sortir. Elle nous tire vers le fond. Et non, c'est en fait, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très vicieux aussi là, de, de vivre dans ce type de situations qui en fait sont des situations sur le long cours, quoi. Je veux dire, c'est pas, tiens, aujourd'hui, je me lève, c'est bizarre, je souffre et la veille, tout allait bien. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de soi. C'est vraiment une véritable lame de fond. Donc, je veux dire, comment désirer la paix, comment désirer la sérénité, comment désirer le lien à l'autre, comment désirer le lien à soi, lorsqu'en fait tout ça nous est absolument inconnu. C'est donc Est-ce que, ça demande enfin il faut quelque part se dire à un moment donné que ça vaut la peine de lâcher tout ça pour aller vers l'inconnu quand même. C'est ça en fait. Je crois que c'est oui, de nouveau la peur de l'inconnu et en sachant que si on lâche tout, finalement, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ni quand, ni oui, si jamais on le trouvera un jour. Donc c'est ça. c'est très violent de lâcher sa souffrance. Oui, Est-ce tant que que c'est contraire. possible aussi que si enfin, ce qui fait qu'on se sent vivant, ça peut être autant des choses, ce sont des choses intenses. Si c'est fade, on se sent pas très vivant, mais si c'est intense, on se sent vivant. Mais si le bonheur nous est interdit, les joies, les émotions qui sont liées, au bonheur ou à l'amour ou à l'intimité d'un lien et tout ce qui peut nous rendre heureux nous est interdit, est-ce que on pourrait dire dans ce cas que la souffrance reste la seule amie qui fait qu'on se sent intensément vivre, c'est-à-dire qu'on remplace le vide du bonheur par quelque chose, par son inverse, mais qui est tout aussi intense en fait. Oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est, de nouveau, c'est une sorte de nœud. Et puis de nouveau, je veux dire, quand on a vécu la souffrance dans son enfance, et qu'en plus de ça, dans son enfance, on a grandi dans une famille ici catholique, c'est vrai que la religion, comme je l'ai déjà dit, elle se marie parfaitement avec la souffrance. Le côté sacrifice, le côté mortifère, le côté mort à soi, se renier soi pour grandir, laisser grandir le Christ, etc. Enfin, Oui. toutes ces conneries. Quand effectivement on y a véritablement cru, ouais, c'est terrifiant. Donc en fait, ça veut dire que aller mieux quelque part à un moment donné, c'est comme si aller mieux, c'était se trahir soi, et c'était trahir Dieu finalement au-delà de soi. Ou trahir C'est ses parents, une certaine loyauté parfois, qui est très implicite, comment est-ce qu'on dit, euh, oui, ce, ce- quand les ce n'est parents pas vont ouais. mal, c'est compliqué d'aller bien comme enfant. Voilà, parfois il y a cette espèce d'injonction implicite de surtout n'aie pas intérêt à aller mieux de la part des parents, une forme de jalousie quelque part, ou alors de peur que si l'enfant fait mieux, ça renvoie le parent à ses propres failles ou ses propres échecs. Et ces rapports de pouvoir sont là un peu partout, en fait, même parfois entre amis, dans des couples. Il y a, malheureusement, hein, l'autre nous renvoie à nous-mêmes ce qu'on n'est pas assez bien, soi-disant. Oui, c'est ça, ou ce qu'on n'a pas effectivement réussi et qu'on aurait voulu être, mais d'où aussi parfois le paradoxe où le parent te pousse dans une voie qui n'est pas forcément la tienne, mais qui en fait correspondait à ce que lui aurait voulu réaliser, et il Aussi. essaye de le réaliser à travers son enfant. Donc c'est très ambigu, c'est de nouveau très très complexe, et c'est vrai que du coup évidemment essayer de comprendre ça a posteriori, c'est évidemment indispensable pour savoir quelque part si on était à la juste place ou pas, si c'était notre choix ou pas notre choix. Et en même temps, par définition, c'est extrêmement dur puisque de nouveau, ça s'est fait éventuellement à notre insu, quoi. Mhm. Oui, c'est compliqué à la fois être la personne qui va permettre aux parents de prouver qu'il est un bon parent parce que l'enfant va aller bien, mais pas non plus
sur une voie qui correspond pas à ce que le parent voulait et pas non plus aller trop bien. Et enfin, il y a énormément d'injonctions paradoxales qui sont même pas dites, hein, qui sont intériorisées souvent. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Toute la question du coup aussi du lien toxique et de voir comment on l'appréhende, comment on le comprend, comment on le voit Ouais. dans toute sa profondeur, dans toute sa laideur éventuellement, et puis qu'est-ce qu'on en fait par rapport à quelle attitude adopter par rapport aux parents éventuellement dysfonctionnels qui nous a mis dans une situation qui peut être une situation en fait totalement ingérable, totalement dysfonctionnelle et qui a engendré une profonde souffrance pendant pas mal d'années. Et puis parfois, c'est pas les parents. Je trouve que c'est très important de le dire parce que nous deux, on est d'une génération de la psychanalyse qui a énormément mis tout sur le dos des parents et on en revient beaucoup aujourd'hui sur le fait que l'enfant n'est pas que le fruit de ses parents, il est aussi le fruit de sa propre personnalité, son caractère, et des gènes qui viennent d'un peu partout dans la famille et de son environnement et de ce qu'il a vécu avec à l'école et dans d'autres lieux de vie, et aussi de sa façon de diriger sa vie par rapport à ses propres croyances qui sont pas toujours justes. Quand je parle de croyances, là, je parle pas de croyances religieuses, mais la croyance que si je fais mieux que les autres, ils vont me jalouser, ça peut être une croyance qui est fondée sur quelque chose de faux. Donc, C'est c'est très juste. complexe, oui, Mm. et c'est vrai que du coup parfois enfin là tu mets le doigt sur quelque chose d'important aussi, qui peut justement paraître d'autant plus insurmontable en termes de sortie de soi qu'on a l'impression qu'il y aurait tellement de choses à comprendre, tellement de lucidité à avoir que finalement ça paraît une montagne insurmontable qui fait que on a le sentiment extrêmement oppressant que jamais on en sortira parce que justement la situation est tellement complexe et on est pris dans un tel filet avec des influences tellement multiples que moi je me souviens qu'à un moment donné je me disais mais en fait ce que je commence à prendre, ce dont je prends conscience c'est tellement énorme qu'en fait c'est trop lourd quoi. Quand on est encore justement sous le fardeau, quelque part commencer à le soulever et se rendre compte qu'il est d'un poids immense, c'est d'autant plus redoutable et d'autant plus parfois désespérant de se dire mais c'est juste impossible. Et en même temps, il y a moyen aussi à certains moments de se dire, mais est-ce que je dois le soulever? C'est-à-dire, il y a prendre conscience, il y a analyser, chercher les causes, qui est au fond une démarche extrêmement rationnelle. Et puis, pour en revenir à ton livre, il y a vivre. Il y a choisir ben, ok, les prises de conscience, elles peuvent venir aussi d'elles-mêmes parfois. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'arracher, les chercher. Elles peuvent venir parce que c'est le bon moment. Et elles peuvent venir parce qu'on se détend. Et on se détend, souvent on dit, hein, quand on veut absolument quelque chose, ça ne vient pas. Et puis quand on renonce, ça vient. Parfois aussi, c'est quand on va plus dans on arrête de se focaliser sur vouloir absolument quelque chose, mais qu'on regarde son regard ailleurs, que la détente et le repos et la sérénité, ploup, il y a des choses qui adviennent d'elles-mêmes. C'est Ouais. l'éloge de la lenteur. Oui, ça fait ploup. Non, mais ça a l'air très facile comme ça. Mais Non, toi, mais tu as des moments ploup dans ton livre que je voulais lire. oui. Vas-y alors, vas-y, fais plouf. Donc, pour parler de ce moment où tu vas vers la vie, où tu dis pour Hmm, la première fois, enfin, on lit pour la première fois dans tes livres, j'aime la vie. hmm. Un fameux ploup, ça. Vas-y, ah bon, vas-y lis. Bon, allez, c'est quand même sérieux. Hier, hier, je m'enfouissais derrière un sourire pour cacher mes profondes angoisses. Le sourire du clown. C'est moi qui rajoute ça. Aujourd'hui, je peux sourire en vérité parce que mes angoisses ne me submergent plus. Hier, c'était le sourire d'un mort vivant. Aujourd'hui, c'est le sourire d'un vivant. J'ai fini par savoir ce que je ne voulais plus sans savoir ce que je voulais. J'ai fini par me détacher de mes sécurités mortifères pour tendre vers une nouvelle vie encore inconnue. Passage de la forêt épaisse vers l'improbable clarté, en quelque sorte. Il faut remonter de soi des milliers de mots avant de parvenir au grand air, là où d'autres mots se mettent à danser.
ne plus être possédé par le besoin d'écrire, seulement par le besoin de mieux se connaître, de se transformer, de se libérer davantage. C'est un nouveau départ, la fin d'une profonde confusion, sachant ainsi aussi que la vie est fluctuation, que des retours en arrière restent possibles au moins par moment. Donc il y a eu une véritable transformation, même si tu es conscient que la lame de fond reste là et tu peux Hmm. retourner dans des moments d'effondrement. Donc il y a cette belle connaissance de soi et en même temps quelque chose qui a changé, semble-t-il, à ce moment-là. Oui, ben c'est se rendre compte que de fait, il y a des oasis quelque part, des moments de quiétude, des moments où justement on se rencontre vraiment et du coup on est dans la relation à soi et on sort de cette confusion que l'on a si longtemps connue. Donc ce sont des sortes d'éclaircies, ça dure pas forcément, c'est comme le temps en Belgique, c'est variable. Mais au moins, de temps en temps, on peut, euh, on peut sortir en étant bien avec soi parce que de fait, ce sont comme des trouées dans la nuit et c'est précisément ce qui aide aussi à se dire ça existe, je peux être bien, je peux sortir d'une condition qui était douloureuse et ça aide évidemment à poursuivre sur le chemin, avec aussi cette connaissance de soi qui fait qu'à un moment donné, on peut ne plus scinder les moments, c'est-à-dire que il faut pas absolument courir après les moments où on a vu cette lumière en disant c'est ça la réalité. Non, en fait, la réalité, elle est complexe et elle est effectivement mouvante et il faut tout prendre. Et le fait de tout prendre, c'est aussi ne plus se mettre la pression comme si de nouveau on avait à atteindre un idéal, une sortie de soi, où on serait finalement arrivé à une clairière où il fait tout le temps, où il fait tout le temps jour. Donc Oui, donc c'est important. pardon, tu recolles les morceaux. On a l'impression que le clivage tout à coup s'atténue parce Oui, c'est que ça. avant il y avait les deux extrêmes. Tu allais extrêmement mal et tu faisais semblant d'aller tout à fait bien. Et là, tu te dis, voilà, j'arrive à passer par-dessus cette espèce de précipice, en fait, de clivage, de la fissure intérieure. Je passe par-dessus et je sais que je vais retourner de l'autre côté et puis revenir à des moments d'éclaircie, mais j'accepte de ne plus me cliver, de ne pas non plus me dire, ça y est, maintenant, j'ai trouvé, je me suis trouvé. Non, la vie est faite de tous les extrêmes Ouais, ensemble, en fait. ouais, c'est tout ce qu'on découvre en soi quand on chemine, c'est toute cette réalité compliquée, complexe, on la découvre en soi et du coup, c'est comme les pièces d'un puzzle, quoi, ça se met petit à petit en place et on comprend mieux quelque part comment l'être humain, comment soi-même on fonctionne et du coup, on peut y adhérer plus facilement en disant, il n'y a pas d'un côté la normalité, d'un autre côté la normalité et la normalité, tout est entremêlé. Et c'est ce qui permet aussi quelque part de mieux s'accepter et peut-être même à un moment donné de commencer aussi à s'aimer avec toute cette réalité qui est complexe et qui, je disais tout à l'heure, qui a fait que parfois on a vécu dans une honte extrêmement profonde et une culpabilité aussi de se voir aussi dépressif, aussi mal. C'est important par rapport à l'image de soi aussi, justement, parce qu'on a soit l'impression évidemment que les autres, quelque part, risquent de nous voir comme on se voit, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce que l'on vit évidemment à l'intérieur, qui peut être parfois extrêmement douloureux, ben l'autre, quelque part, ne devine pas. Il peut deviner jusqu'à un certain point, mais en même temps, ce qui se passe en soi, les fissures, les, les douleurs extrêmement profondes, ça nous reste très intime finalement. Et là, ça se vit dans une profonde solitude. Donc, ça permet aussi quelque part de se dire, mais non, en fait, tu peux entrer en lien avec l'autre en disant éventuellement ce que tu vis, mais quelque part, il n'en sera guère plus que ce que tu veux bien dire. Faut pas s'imaginer que ta vie intérieure, elle est mise comme ça, jetée en pâture au visage de l'autre. Donc c'est aussi une façon de se dire qu'on peut se réapproprier soi sans crainte. Oui, c'est beau ce que tu dis parce que ça donne l'impression visuellement que tu retrouves
tes frontières à toi. Et en te retrouvant toi, tu retrouves tes frontières par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est plus une menace, comme tu disais avant, parce qu'il pourrait lire tout en toi et à la Mm, rigueur faire en sorte de te conformer à ses attentes, mais tu peux avoir une part secrète. En fait, la part secrète en soi est quelque chose d'extrêmement important. Déjà chez l'enfant, hein, qui peut fermer la porte de sa chambre, avoir son journal intime avec un petit cadenas, c'est déjà une façon pour lui de s'approprier sa propre personne. Et je pense que toute la vie, on a besoin comme ça d'avoir sa part secrète pour se sentir libre, en fait. Hein. mm. Oui, et ça évoque aussi un autre aspect, c'est que quelque part, quand on se sait vulnérable, on a peur évidemment que cette vulnérabilité se voit à l'extérieur parce que ce serait donner éventuellement à l'autre le pouvoir de nous détruire. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc on ne se dit que si on est capable de se dire un et deux, si on a la certitude quelque part d'être entendu, d'être reçu, et de ne pas être jugé. Là, on en revient quelque part à ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel, justement, de se dire voilà, je vais être aimé et tel que je suis et pas tel que l'on voudrait que je sois. C'est ce qui permet évidemment à un moment donné de faire tomber le masque petit à petit, au moins avec certaines personnes. C'est ça. Et de pouvoir aimer la vie, c'est très joli, après avoir lu tous tes livres, de pouvoir lire, donc je le lis, page 23. J'aime la vie, j'aime la rencontre, j'accède à mon intériorité, j'intègre la complexité de la vie, je connais mes limites et sais les faire respecter, je goûte la paix, au moins par moment. Oui, c'est ça. Et en même temps, tu vois, quand je te lis, euh, je me dis, j'essaie évidemment avec ce que je suis à ce moment-là d'entrer au plus près et de ne pas non plus quelque part avoir ce désir d'en dire plus que ce que je vis, d'avoir tellement envie d'être plus loin que quelque part je force un petit peu les mots et les mots ne sont plus de nouveau tout à fait exacts par rapport à ce que je vis. Mais c'est vrai que quand je te lis là, évidemment, je me dis, c'est vrai que c'est important de mettre de la nuance pour ne pas faire croire que c'est quelque chose qui est, que le chemin est facile, que c'est gagné, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, oui, ce livre s'appelle Vivre, mais ça n'empêche que c'est un chemin et qu'il y aura encore beaucoup de bouleversements par la suite. Donc vivre, c'est un mot, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de dire, on vit en permanence comme on aimerait vivre plus souvent, c'est-à-dire avec lucidité, avec sérénité et vraiment avec une grande, je dirais, confiance en soi et confiance dans les Mm. autres. Ouais. Et tu termines ce livre avec ce petit chapitre sur l'enfant éternel, à l'enfant éternel. Mhm. Et donc là, il y a un peu une sorte de résumé, justement, que je vais dire à ma façon, en essayant de pas trahir le texte, qui est que quelque part, on voit en lisant ton texte que tu as commencé en cherchant une main qui puisse te sauver, euh, te donner ce que tu n'avais pas reçu de la vie pour finalement te rendre compte que c'était à toi de faire ce chemin en solitaire, qu'il y avait que toi qui pourrais vraiment choisir la vie et venir tendre la main à ton enfant intérieur. Tu écris briser le silence qui tue, remonter les mots qui sauvent, inventer un présent à partir du néant, tout seul, quelque part. Et dans cette remontée, aucune croyance ne t'aura aidé. Seul le réel et la vie t'aura vraiment aidé à reprendre pied dans la vie. Tu sais que la lutte va continuer, mais tu as pu goûter, comme tu l'écris, combien la vie peut être belle et désirable. Et c'est comme ça que tu décides d'écrire. Enfin, c'est très joli. Dans ce texte, tu dis que tu décides d'écrire pas seulement pour toi. Donc là, tu sors de nouveau de ta solitude en disant, mais je veux écrire aussi pour mes proches, pour les générations à venir, pour qu'elles n'aient pas à venir débloquer des choses que moi-même je n'aurais pas débloquées, des non-dits. Donc tu te sens un peu relié cette fois-ci. Enfin.
je trouve ça magnifique, hein, parce que quelque part, c'est qui permet de garder pied dans la vie, je dirais, aussi de se dire, mais en fait, ce que je vis a un impact gigantesque pour les générations futures. Mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants, c'est pas anodin de les choix que je fais dans la vie. Et ça remet en lien, en vrai lien avec autrui. Et puis finalement, justement, donc tu décides de rejoindre les autres aussi qui se sont perdus en chemin. Tu écris, euh, tu écris tu, mais tu parles de toi. Tu voudrais leur dire qu'ils portent en eux leur rédemption, qu'à leur tour ils peuvent sortir de leur détresse impensable. Tu voudrais leur tendre la main. Donc tu attendais une main qui n'est pas venue. Tu as toi-même tu t'es pris la main toi-même à ton enfant intérieur jusqu'à pouvoir avoir l'énergie de tendre la main aux autres. Oui, 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 oui. En fait, c'est l'idée d'abord de fait d'avoir le souci de prendre soin soi-même de cet enfant, de son propre enfant, de soi. Et à un moment donné aussi se dire que l'écriture, quand on a le souci d'écrire au plus vrai, c'est un outil aussi pour rejoindre autrui. Donc, quand justement on dépasse le côté anecdotique, on peut rejoindre l'humain dans ce qu'il a aussi à traverser. C'est ce que j'appelle tout à l'heure la condition humaine. Euh, et donc, c'est toujours quelque part assez étonnant de d'écrire en se disant peut-être que ce que j'écris rejoindra autrui, mais c'est plus tard, c'est sans certitude. Et donc, quand on est lu et que de fait on rejoint autrui, on se dit en même temps, c'est que les mots étaient suffisamment justes, suffisamment authentiques pour faire résonance au plus profond de ce que vit l'autre. Et du coup, oui, c'est, c'est réussi quelque part. C'est réussi. C'est-à-dire que l'objectif quelque part est atteint, comme soi-même on a été atteint par des livres qui ont pu nous porter, nous aider sur notre chemin. En même temps, on se dit que nos propres mots qu'on a tirés de notre nuit ont pu à un moment donné rejoindre autrui. Donc oui, c'est fabuleux. On peut se rejoindre dans les écrits, dans les mots, et on peut se rejoindre évidemment aussi dans la vraie vie. Mais un livre, un livre peut être extrêmement porteur et oui, ça, c'est la puissance, le pouvoir quelque part de la littérature. C'est quelque chose qui, moi, pour un mutique, évidemment, m'a énormément parlé. Pour le coup, de me dire qu'à travers les mots, on pouvait rejoindre quelqu'un qui n'avait pas les mots. Oui. Et curieusement, on pourrait dire que ton livre suivant s'appelle Le temps du silence, mais c'est pas le même silence, hein. C'est comme si tu étais en deçà des mots, tu arrivais pas à les trouver, et puis tu les as cherchés, 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 presque comme une orgie de mots que tu n'avais plus eus, pour ensuite aller au-delà des mots dans ce silence intérieur qui est habité par une présence vraiment vivante, quoi. Et Oui, je c'est ça. trouve, j'ai commencé juste à lire le début du livre et je trouve que tu vas encore plus profondément dans la connaissance de toi-même. C'est très émouvant. Hmm. C'est vrai que c'est un beau passage. Que tu fais là parce que c'est vrai que du coup c'est un silence plus habité qui se souhaite plus habité, c'est-à-dire plus pacifié par définition. Il y a évidemment cette confusion qui quelque part est loin d'être silencieuse. Cette confusion, c'est un brouhaha, c'est c'est des mots, c'est des pensées qui vont dans tous les sens, c'est l'impossibilité d'y voir clair. Donc quand on parvient enfin à faire silence et ne pas être tout le temps dans un ressassement, bah là, par définition, on sent qu'on commence un petit peu à s'unifier et que ça part plus justement dans tous les sens. Donc, j'ai envie de dire, On peut se on- poser. voilà, après avoir fait péter la famille, après avoir fait péter la religion, on peut un petit peu se reposer. C'est un oasis qu'on espère effectivement pouvoir approfondir
de façon sereine et finalement, peut-être pour la première fois, commencer à être enfin bienveillant avec soi. Jolie conclusion. Ouais. À la prochaine vidéo pour le prochain livre. Merci. Merci Sophie à Merci toi. à toi. Oui, À bientôt. à bientôt.